Rapprochez-vous et écoutez un conte transmis de génération en génération. Un avertissement, pas seulement une histoire. Quand la nuit tombe, ne laissez jamais vos vêtements dehors. C'est une règle que nos ancêtres tenaient pour sacrée. Dans le village de Nkwanta, la vie prospérait en harmonie avec la tradition, à l'exception d'une seule, Adana. Adana, fière et forte, rejetait les vieilles coutumes comme de la superstition. Les histoires de sa grand-mère étaient non pour elle des reliques, pas des boucliers. Mais la sagesse du passé ne se jette pas si facilement. L'entêtement d'Adana allait bientôt tester la frontière entre la croyance et le danger. Si seulement elle avait écouté, son destin aurait pu être différent. La nuit détient des secrets, et certaines règles sont écrites dans les os de notre peuple. Ceci est l'histoire de ce qui arrive quand on oublie. Nkwanta était un village tissé de traditions, où les anciens étaient des bibliothèques vivantes, et chaque vie un fil dans le tissu commun. Adana aimait sa maison, mais voyait ses coutumes comme des chaînes, pas des ancres. Elle remettait en question les avertissements sur les esprits, ne croyant qu'en ce qu'elle pouvait voir. Sa grand-mère, Mama Effé, la regardait avec amour et inquiétude, sachant que l'orgueil peut être un feu dangereux. La lutte entre l'ancien et le nouveau couvait doucement, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être ignorée. Adana était sur le point d'apprendre que certaines traditions sont des boucliers, pas des entraves. La nuit allait bientôt révéler ses secrets. Et le scepticisme d'Adana serait mis à l'épreuve ultime. Chaque aube, Adana se levait avant le soleil, sa force et son indépendance admirées de tous. Mama Effé, gardienne de la sagesse ancestrale, la regardait avec fierté et inquiétude. Le monde d'Adana était bâti sur le travail acharné et la logique. Les esprits et les avertissements étaient des ombres qu'elle refusait de voir. Elle croyait que les anciennes coutumes s'estompaient, remplacées par sa propre certitude. Pourtant, sa confiance l'aveuglait au danger qui défiait la raison. Le rythme de sa vie était sur le point d'être brisé. Parfois, ce que nous rejetons comme superstition est une question de survie. Et Adana était sur le point de découvrir pourquoi. Un après-midi, alors qu'Adana étendait ses vêtements sous les manguiers, Mama Effé s'approcha. « Rentrez vos vêtements avant la nuit », prévint-elle. « L'obscurité appartient aux esprits qui cherchent à entrer. » Adana sourit, rejetant l'avertissement comme une vieille fable. « L'air nocturne les sèche plus vite, grand-mère. Il n'y a aucun mal. » Les yeux de Mama F se remplirent de tristesse. « L'orgueil peut causer ta perte, enfant. La sagesse des ancêtres est un bouclier. » Mais Adana se détourna, son esprit fermé au passé. Certaines leçons doivent être apprises, pas racontées. Le soleil se coucha, et les vêtements restèrent dehors. Mama Effé murmura une prière, craignant ce que la nuit pourrait apporter. Les anciennes coutumes avaient été ignorées, et les esprits veillaient. Cette nuit-là, Adana dormit profondément, ignorant que ses vêtements se balançaient au clair de lune. Minuit arriva, et l'air s'épaissit de murmures, non pas le vent, mais des voix. Adana. Nous cherchons un corps, une maison, chantaient les esprits. Ses vêtements, imprégnés de son odeur et de sa chaleur, devinrent une porte. Dans ses rêves, Adana errait dans le brouillard, des figures sombres tourbillonnant autour d'elle. Les voix l'appelaient par son nom, suppliante et insistante. La peur la saisit, mais quelque chose au fond d'elle l'empêchait de se retourner pour leur faire face. La frontière entre les mondes s'était amincie. L'avertissement était devenu réalité. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent être refermées. La leçon d'Adana avait commencé. La nuit n'était plus seulement faite pour le repos. Quand les premiers rayons de l'aube ont peint le ciel, chassant les longues ombres de la nuit, Adana s'est finalement réveillée. Elle ressentait une fatigue profonde et inhabituelle, une lassitude jusqu'à l'os, comme si elle n'avait pas reposé dans son lit, mais avait passé toute la nuit sur un long et ardu voyage. Ses membres étaient lourds, et un étrange brouillard persistait dans son esprit, les restes de ses rêves troublants.
Secouant cette sensation, elle se leva et sortit récupérer son linge, impatiente de commencer le travail de la journée et de repousser cette étrangeté persistante. Le soleil était déjà chaud sur sa peau. Pourtant, alors qu'elle tendait la main vers ses vêtements, une sensation particulière l'arrêta. Elle toucha sa magnifique robe bleue, celle qui avait dansé si librement au clair de lune. Un froid surnaturel émanait du tissu. Une froideur qui ressemblait au cœur d'une pierre hivernale, en totale contradiction avec le soleil matinal éclatant qui réchauffait déjà l'air ambiant. C'était un froid mort, un froid qui semblait aspirer la chaleur de ses doigts. Et puis il y avait l'odeur. Ce n'était pas le parfum frais et propre du linge lessivé mélangé à l'air frais de la nuit qu'elle avait espéré. Au lieu de cela, une odeur faible mais distincte s'accrochait aux vêtements. L'odeur de terre humide, d'une tombe fraîchement ouverte mêlée à l'odeur entêtante de fleurs fanées et en décomposition. « Comme c'est étrange !» murmura-t-elle à elle-même, sa voix un doux chuchotement dans l'air du matin. Elle tint la robe, l'examinant à la lumière du soleil, mais il n'y avait rien de visiblement anormal. Ce n'était qu'un morceau de tissu froid, étrangement odorant. Adana était une femme pratique, une personne qui cherchait des explications logiques à tout. Peut-être une rosée soudaine et froide s'était-elle déposée dessus pendant la nuit. Peut-être l'odeur venait-elle d'une plante voisine qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle ramassa rapidement le reste de son linge, le serrant dans ses bras et retournant vers la sécurité familière de sa hutte. Elle était déterminée à écarter l'incident, à le classer comme une curiosité mineure. Son esprit était déjà tourné vers les tâches à venir, aller chercher de l'eau, préparer le repas du matin, travailler dans les champs. Elle avait bien trop à faire pour laisser sa journée être déraillée par ce qu'elle considérait comme de simples superstitions ou des figments de son imagination. Elle repoussa avec force le souvenir du tissu froid et de l'étrange odeur de ses pensées. Pourtant, la graine du doute avait été plantée. C'était une graine minuscule, presque imperceptible, mais elle était là, enfouie juste sous la surface de son scepticisme inébranlable, attendant le prochain signe. Le lendemain, la vie à Nkwanta retrouva son rythme familier et vibrant. L'air du marché était épais d'odeurs d'épices, d'arachides grillés et du bavardage d'une centaine de conversations. Adana se frayait un chemin à travers la foule, son panier habilement équilibré sur sa tête, l'esprit concentré sur sa liste de courses. Elle essayait d'oublier l'étrange froid de sa robe et les rêves troublants qui s'accrochaient à elle comme la brume matinale. Elle était Adana, la forte, la pratique. Elle ne se laisserait pas ébranler par de tels sentiments fugaces. C'est alors qu'une voix, basse et résonnante, traversa le bruit du marché, l'appelant par son nom avec une autorité qui la fit s'arrêter net. Elle se retourna et vit Kwame, le guérisseur du village, se tenir devant elle. C'était un homme qui vivait légèrement à l'écart des autres, respecté et parfois craint pour sa profonde connaissance des anciennes coutumes. Il connaissait les secrets de la forêt, le langage des plantes et les murmures du monde des esprits. Ses yeux étaient sa caractéristique la plus frappante. Ils étaient sombres, perçants, et semblaient regarder non seulement à travers vous, mais aussi dans les profondeurs de votre âme. Il cherchait rarement les gens. Si Kwame vous parlait, c'est parce que les esprits lui avaient en parlé en premier. Son regard était maintenant fixé sur Adana, et elle ressentit une pointe de malaise. « Adana, approche !» dit-il, sa voix calme mais ferme, empreinte d'une gravité qui commandait l'attention. « N'aie pas peur. Je ne t'ai pas cherché pour te faire du mal. » Il fit une pause, laissant ses mots s'installer. « Les esprits m'ont parlé la nuit dernière. Ils ont parlé de toi. » Il la regarda avec un mélange d'inquiétude et de déception. « Ils sont inquiets, enfant. Tu joues un jeu dangereux. Tu te mêles à des forces bien plus anciennes et plus puissantes que ta compréhension moderne. Tu marches au bord d'un monde que tu ne comprends pas, et tu le fais les yeux bandés de ta propre fabrication. » Adana ressentit une bouffée d'irritation. D'abord sa grand-mère,
maintenant le guérisseur. Elle avait l'impression que tout le village conspirait pour la piéger dans sa toile d'ancienne peur. Elle redressa le dos, son scepticisme servant de bouclier contre ses paroles. « Pas toi aussi, Kwame » rétorqua-t-elle, sa voix plus acérée qu'elle ne l'avait voulu. Quelle est cette obsession des esprits? Il semble que tout le monde à Nkwanta perde la tête à cause de ces vieilles histoires. Elle essaya de le contourner, de continuer son chemin, mais sa présence était comme un rocher dans le courant de la foule du marché, inamovible et solide. Il n'en avait pas encore fini avec elle. Kwame ne réagit pas à son emportement. Son expression resta celle d'une préoccupation sereine et sérieuse. Il avait déjà vu ce genre de fierté juvénile, et savait que discuter était, eh bien, futile. Au lieu de cela, il plongea la main dans une petite bourse en cuir qui pendait à son côté. Ses doigts, tachés des jus d'herbe et de la poussière de poudre sacrée, en sortirent, tenant un petit collier. Ce n'était pas un bijou raffiné, mais quelque chose de bien plus significatif. La corde était faite de fibres tressées, et y étaient enfilées des perles d'apparence ancienne, quelques pierres polies, et un seul morceau de bois sombre et lisse, sculpté de symboles complexes de protection. C'était un talisman, un objet imprégné de pouvoir spirituel. Il lui tendit le collier, la paume ouverte en signe de paix. « Prends ceci, » insista-t-il, sa voix s'adoucissant légèrement. « Porte-le cette nuit. Ne l'enlève pas avant le lever du soleil. » Ses yeux rencontrèrent les siens, exigeant qu'elle comprenne la gravité de son avertissement. Et plus important encore, écoute la sagesse de tes aînés. Rentrez vos vêtements avant le coucher du soleil. Les esprits qui errent dans l'obscurité, les âmes perdues et agitées, sont attirés par l'essence des vivants. Vos vêtements, qui portent votre odeur et votre énergie, sont comme un phare pour eux. Ils peuvent utiliser cette connexion. Ils peuvent l'utiliser pour prendre votre forme, pour vous imiter et pour vous entraîner dans leur monde. Adana fixa le collier, sa lèvre se retroussant de dédain. Pour elle, ce n'était rien de plus qu'une collection de perles et de bois, un symbole des superstitions mêmes auxquelles elle était déterminée à résister. Cela représentait tout ce dont elle essayait de s'éloigner. La peur de l'inconnu, la foi aveugle et la dépendance à ce qu'elle considérait comme de la magie primitive. L'accepter serait une concession, un aveu qu'elle avait tort, qu'elle avait peur. Sa fierté, cette force têtue et puissante contre laquelle Mama Effé l'avait mise en garde, gonfla en elle, endurcissant son cœur face au plaidoyer sincère du guérisseur. « Garde tes babioles, Kwame, » dit-elle, sa voix froide et définitive. « Je n'ai nul besoin de ta protection, et je n'ai certainement pas besoin de tes conseils. » Elle ne jeta même pas un second coup d'œil au collier. D'un brusque tour de talon, elle le dépassa et disparut de nouveau dans la foule animée du marché, laissant le guérisseur seul. Kwame la regarda partir, une profonde tristesse dans les yeux. Il referma lentement sa main sur le collier rejeté et murmura une prière silencieuse dans l'ancienne langue de ses ancêtres, demandant aux esprits bienveillants de veiller sur l'enfant insensé et têtu qui refusait leur aide. Ce soir-là, alors que le ciel commençait à rougir des couleurs ardentes du coucher de soleil, un esprit rebelle s'empara d'Adana. Les avertissements de sa grand-mère et de Kwame ne la remplirent pas de peur, ils la remplirent d'une colère défiante. Elle se sentait infantilisée, traitée comme une enfant idiote qu'il fallait effrayer pour la soumettre. Ils pensaient que leurs histoires pouvaient la contrôler, mais elle allait leur montrer. Elle allait prouver, une fois pour toutes, que leurs croyances n'étaient que du vent, des traditions creuses d'un temps révolu. Ses actions ce soir-là ne seraient pas le fruit de l'oubli ou de la paresse, mais d'un acte de défi conscient et délibéré contre la sagesse de tout son village. Au lieu de rentrer son linge alors que les derniers rayons du soleil s'estompaient, elle fit le contraire. Elle retourna à la corde à linge d'un pas déterminé. Avec un but méthodique, elle commença à étendre encore plus de vêtements pour affronter la nuit à venir.
Elle récupéra ses biens les plus beaux et les plus significatifs, les objets qui avaient le lien le plus profond avec son identité. Elle accrocha ses plus beaux pagnes, des tissus qui racontèrent des histoires dans leurs motifs. Elle drapa même ses précieux bijoux de famille sur la corde, l'argent et les perles scintillant au crépuscule, une offrande audacieuse et téméraire à l'obscurité. Le dernier objet qu'elle accrocha fut le plus significatif de tous. C'était un magnifique châle finement tissé, le dernier cadeau que sa mère lui avait fait avant de partir rejoindre les ancêtres. C'était un objet imprégné d'amour, de mémoire et d'une profonde essence personnelle. Laisser cet objet particulier dehors était plus qu'un simple défi. C'était un défi profond et personnel au monde des esprits. C'était comme si elle criait dans l'obscurité grandissante. « Ici, ici est la partie la plus profonde de moi. Venez la prendre si vous le pouvez. Je n'ai pas peur de vous. » C'était un pari fait avec la monnaie de son âme. Alors qu'elle se retournait et retournait à sa hutte, laissant ses trésors danser dans la brise nocturne, elle ressentit un sentiment de satisfaction triomphante. Elle avait tenu bon. Elle avait refusé de céder à la peur. Elle allait prouver à Mama Effé, à Kwame et à tous les habitants de Nkwanta qu'elle était maîtresse de son propre destin, sans peur des ombres et des murmures. Elle verrouilla la porte de sa hutte et se prépara à dormir, ignorant totalement qu'elle n'avait pas seulement lancé un défi. Elle avait envoyé une invitation ouverte dans le monde invisible. Une invitation qui était sur le point d'être répondue de la manière la plus terrifiante imaginable. Cette nuit-là, Adana ne trouva pas facilement le sommeil. Elle tournait et se retournait sur sa natte, son corps agité et son esprit tourmenté par une procession de rêves étranges et fragmentés. Elle avait l'impression de flotter dans un espace sombre et vide, observatrice silencieuse d'une pièce troublante. Dans ces visions troublantes, elle voyait des silhouettes floues et indistinctes bouger juste hors de sa portée. Elle tourbillonnait et dansait avec un rythme lent et hypnotique autour de sa hutte. Et avec un sentiment de terreur grandissant, elle reconnut les tissus qu'elle portait. C'étaient ses propres vêtements, ses pagnes, le châle de sa mère, bougeant comme s'ils étaient portés par des corps invisibles au plus profond de la nuit. Quelque part vers 2 heures du matin, lorsque la nuit est à son plus sombre et à son plus profond, elle fut tirée de ce sommeil agité. Ce n'était pas un rêve qui la réveilla, mais un son du monde extérieur. C'était un bruit à la fois familier et totalement étranger. Il y avait des pas, mais ils ne produisaient pas le bruit solide et craquant de pieds humains sur la terre. Ils étaient plus légers, plus éthérés, un doux bruit de frottement comme des feuilles sèches qui s'éparpillent sur le sol. C'était le bruit de quelque chose qui flotte, quelque chose qui touchait à peine le monde des vivants. Et puis vinrent les voix, les mêmes murmures glaçants de la nuit précédente, mais maintenant elles étaient multipliées. Un chœur de sons obsédants. Les voix chantaient une étrange mélodie. C'était une langue qu'elle ne reconnaissait pas consciemment, mais à un niveau primal et ancestral, elle lui semblait étrangement familière, comme une berceuse oubliée d'un cauchemar d'enfance terrifiant. Les mots se tordaient et s'enroulaient dans l'air, s'infiltrant à travers les murs de boue de sa petite hutte. Ils n'appelaient plus seulement son nom, ils émettaient un ordre, une sommation. Les murmures devinrent plus forts, plus insistants, tissant une tapisserie de terreur autour d'elle. Ils n'étaient ni plus seulement curieux, ils avaient faim. Ils étaient venus pour récupérer l'invitation qu'elle leur avait si arrogamment lancée plus tôt. « Adana, nous sommes là maintenant », chantaient les voix dans leur unisson fantomatique. « Nous portons tes vêtements. Nous sentons ta chaleur. Nous sommes toi. » Les mots se glissèrent dans ses oreilles, contournant son esprit défiant et frappant directement son cœur. « Tu es nous. Viens nous rejoindre dans la danse. Sors et sois avec nous. »
Le cœur d'Adana commença à marteler contre ses côtes, un battement de tambour frénétique de peur pure et non diluée. C'était un son si fort qu'elle était sûre que tout le monde dans le village, que le monde entier, devait pouvoir l'entendre. La fierté et la colère qu'elle avait ressenties quelques heures auparavant s'évaporèrent, remplacées par la réalité froide et crue de sa terrible erreur. Tremblante, chaque muscle de son corps lui criant de rester caché, Adana luttait contre sa propre paralysie. Une curiosité terrible, un besoin de voir, de confirmer la source de sa terreur, la propulsa en avant. Elle se leva lentement de sa natte, ses mouvements raides et maladroits de peur. Chaque pas était un effort monumental. Elle rampa vers la petite fenêtre fermée de sa hutte, son souffle retenu dans sa poitrine. D'une main tremblante, elle ouvrit légèrement le volet en bois, jetant un œil dans l'obscurité éclairée par la lune. Ce qu'elle vit serait gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. C'était une vision qui brisa son monde moderne et logique en 1 million de morceaux. Ses vêtements, ils bougeaient. Mais ce n'était pas la danse douce et innocente du tissu au vent. Non. C'était tout autre chose. Ils étaient vivants. Ils se mouvaient avec un but clair et terrifiant, comme s'ils étaient habités par des marionnettistes invisibles. Sa belle robe bleue se balançait et tournait dans une danse solitaire et macabre, ses manches vides gesticulant sauvagement. Ses pagnes colorées flottèrent dans l'air, se tordant et se contorsionnant pour former d'étranges silhouettes humanoïdes qui allaient et venaient. Et les bijoux qu'elle avait si négligemment accrochés sur la corde à linge ornèrent maintenant ses formes spectrales, scintillant au clair de lune comme les yeux froids d'êtres malveillants. Le plus horrible, c'étaient les visages. Dans les plis du tissu, à l'endroit où une tête devrait être, des visages sombres et changeants apparaissaient, puis disparaissaient en un clin d'œil. Ils étaient flous, indistincts, comme des taches de fumée et d'ombre, mais leur présence était indéniablement menaçante. C'étaient les visages des esprits perdus, agités, affamés, qui avaient répondu à son appel. Ils avaient appris son essence, son odeur, son énergie laissée sur les vêtements, et l'avaient tissée en une forme physique temporaire. Ils paradaient dans son identité, se moquant de son défi sous le regard silencieux et attentif de la lune. Adana, sors, sifflètent les voix, semblant maintenant venir directement des vêtements dansants eux-mêmes. Rejoins-nous, nous sommes tes ancêtres. Nous sommes tes enfants à naître. Nous sommes toi. Tu es nous. Le cœur était un vortex de son, l'attirant, essayant de l'attirer hors de la sécurité de sa hutte. Adana recula en trébuchant, sa main se portant à sa bouche pour étouffer un cri. Chaque avertissement de Mama F, chaque conseil de Kwame, revint dans son esprit avec la force d'un coup physique. Elle comprenait enfin. Elle comprenait le pouvoir, la réalité, la terreur du monde qu'elle avait si arrogamment rejeté. Paralysée par une peur si profonde qu'elle avait l'impression que de l'eau glacée inondait ses veines, Adana ne pouvait que fixer le spectacle terrifiant à l'extérieur de sa fenêtre. Elle voulait crier à l'aide, appeler sa grand-mère, mais sa gorge était serrée et contractée. Aucun son ne pouvait s'échapper de ses lèvres. C'était comme si les esprits lui avaient déjà volé sa voix, la première partie d'elle qu'ils avaient l'intention de revendiquer. Les formes dansantes se rapprochèrent de sa hutte, leurs mouvements devenant plus frénétiques, plus exigeants. Elle tourbillonnait autour de sa maison, un siège fantomatique la piégeant entre les murs de sa propre terreur. Elle comprit enfin pourquoi sa grand-mère avait appelé la tradition un bouclier. C'était un bouclier qu'elle avait jeté. Mais vous savez, le vrai cauchemar n'avait pas encore commencé. Le pire était à venir. Alors qu'elle se tenait là, tremblante et impuissante, un nouveau son parvint à ses oreilles. C'était un craquement lent et délibéré. Ses yeux, écarquillés d'horreur, se tournèrent vers la source du son, la porte en bois de sa hutte. Elle commençait à bouger,
Elle s'ouvrait, pouce par pouce agonisant, s'ouvrant vers l'intérieur sur ses gonds en cuir. Mais il n'y avait personne pour la pousser. Aucune main, aucune force physique. Elle était ouverte par une puissance invisible, une invitation silencieuse et terrifiante pour que les horreurs de la nuit entrent dans sa maison. La porte s'ouvrit complètement, révélant la cour éclairée par la lune au-delà. Et là, encadrée dans l'embrasure de la porte, se tenait une silhouette unique. C'était sa belle robe bleue, celle de la nuit précédente, celle qu'elle portait pour les cérémonies. Mais maintenant, elle était remplie, prenant la forme complète d'une femme. Elle se tenait là, son tissu anormalement immobile, comme si elle retenait son souffle. Et là où la tête et le visage de celle qui la portait auraient dû être, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un vide. Une tache d'obscurité absolue et dévorante, un trou noir terrifiant qui semblait aspirer toute lumière et tout espoir de la pièce. C'était l'absence d'un visage, mais elle la regardait. La silhouette fit un pas lent et glissant dans la hutte, puis un autre. Elle se déplaçait sans un bruit, une horreur silencieuse et gracieuse envahissant son sanctuaire. Les murmures cessèrent. La danse à l'extérieur s'arrêta. Toute l'énergie de la nuit semblait se concentrer dans cette entité terrifiante, cette version volée d'elle-même. Elle avait franchi le seuil. Elle était venue pour elle. Adana retrouva enfin sa voix, mais ce qui en sortit n'était pas un cri à l'aide, mais un sanglot étranglé et guttural de pure terreur. Elle était acculée, face à un cauchemar devenu réalité, un esprit portant sa propre peau. Dans l'étreinte suffocante de sa terreur, alors que l'entité sans visage dans sa robe bleue glissait plus près, une étincelle de mémoire jaillit dans l'obscurité de l'esprit d'Adana. C'était un souvenir d'il y a longtemps, de son enfance, assise aux pieds de sa grand-mère. Elle se souvenait de la douce cadence de la voix de Mama F, lui enseignant les vieux mots, les prières sacrées destinées aux périodes de grand péril. Les esprits de nos ancêtres ne mentent pas, mon enfant, avait dit sa grand-mère. Ils protègent ceux qui respectent les traditions. Les mots, autrefois considérés comme de simples contes, lui revinrent maintenant comme une bouée de sauvetage désespérée et solitaire dans un océan de peur, la seule arme qu'elle possédait contre le cauchemar qui s'approchait. En serrant les yeux, comme pour bloquer l'horrible spectacle devant elle, Adana commença à prier. Les mots lui semblèrent maladroits et étrangers sur sa langue au début, tirés des recoins les plus profonds de sa mémoire. Elle récita les anciennes prières que sa grand-mère lui avait enseignées, les invocations sacrées dans la langue yoruba de leurs ancêtres. C'était un appel à l'aide, un appel désespéré à travers le voile vers le monde des esprits, qu'elle avait si longtemps nié. Elle appela les ancêtres bienveillants, les gardiens de sa lignée, les suppliant de la protéger des forces malveillantes qui avaient répondu à son stupide défi orgueilleux. Ancêtres bien-aimés, pardonnez mon arrogance, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais devenant plus forte à chaque mot, chaque syllabe, un bouclier se formant autour d'elle. Pardonnez ma stupide fierté et mes oreilles sourdes. Protégez votre enfant perdu, votre fille qui s'est égarée du chemin. Sa prière n'était plus seulement des mots, c'était une offrande pure et sincère de remords et d'abandon. Chassez ces esprits sombres et errants qui ont pris mes biens et cherchent maintenant à prendre mon âme. Je promets, je jure, que j'honorerai vos enseignements. Je respecterai votre sagesse pour tous mes jours. La sincérité brute de sa supplication résonna dans la petite hutte. Alors que sa prière emplissait le silence, un subtil changement se produisit dans l'atmosphère. La présence oppressive et froide qui avait rempli la pièce commença à reculer. Les murmures de l'extérieur, qui avaient été un tourment constant, s'estompèrent lentement dans le néant, comme de la fumée se dissipant dans le vent. La figure terrifiante dans sa robe bleue sembla perdre sa forme, sa substance vacillant. Le tissu, autrefois tenu rigide par une force invisible,
devint soudainement mou. Il s'effondra sur lui-même, tombant en un tas doux et sans vie sur le sol en terre battue. Le calme revint, mais c'était une paix fragile et vide. Adana resta à genoux, priant, jusqu'à la première lumière de l'aube. Dès que les premiers rayons courageux du soleil ont percé le ciel matinal apportant avec eux le chant familier du coq, Adana s'est levée en hâte. Elle n'a pas pris le temps de ramasser la robe tombée. Elle a fui sa hutte et a couru, ses pieds nus volant sur le chemin familier, ne s'arrêtant qu'une fois arrivée à la maison de sa grand-mère. Elle a trouvé Mama Effé assise sur son tabouret devant sa hutte, une expression calme et pleine de sagesse sur son visage, comme si elle l'avait attendue toute la nuit. Il n'y avait pas de « je te l'avais bien dit » dans ses yeux, seulement un amour profond et durable. Adana s'est effondrée aux pieds de la vieille femme, son corps tremblant sous le contre-coup de sa terreur et la libération de ses larmes refoulées. Les mots sont sortis d'elle dans une confession brisée et sanglotante. « Grand-mère, pardonne-moi ! Pardonne-moi !» a-t-elle crié. « J'ai été une folle orgueilleuse et têtue de ne pas t'avoir écoutée. Les histoires sont vraies. Tout est vrai. » Elle a levé les yeux, ses yeux écarquillés par le souvenir de l'horreur. Les esprits, ils sont venus, ils portaient mes vêtements, ils ont essayé de m'emporter avec eux. Ils sont entrés dans ma maison, Mama Effé a doucement caressé les cheveux d'Adana. « Je sais, mon enfant. Je sais, » a-t-elle dit doucement. J'ai senti leur présence dans le village la nuit dernière. Une grande obscurité a été attirée par ta défiance. Elle a aidé Adana à s'asseoir à côté d'elle, lui laissant le temps de se ressaisir. Mais tu as fait la bonne chose à la fin. Tu t'es souvenu des vieux mots, tu as prié nos ancêtres. Ils ont entendu ta supplication, et ils t'ont protégé, parce que ton cœur est pur, et tu es leur enfant. Adana a regardé sa grand-mère, son scepticisme enfin emporté. Une nouvelle sorte de soif l'a remplie, non pas pour l'eau, mais pour la connaissance. Mais pourquoi, grand-mère? Pourquoi font-ils cela? Ce fut le moment de la vraie reddition, le moment où son cœur s'est enfin ouvert. Elle n'était plus la fille rebelle qui pensait tout savoir. Elle était une élève, prête enfin à recevoir la sagesse profonde et vitale. Mes frères, mes sœurs, l'histoire d'Adana a maintenant été racontée. Elle a voyagé de mes lèvres à vos oreilles, tout comme elle a voyagé de Mama Effé à sa petite fille, et des ancêtres avant elle. Laissez-la s'installer dans vos cœurs. Ce conte est plus qu'une histoire effrayante à chuchoter autour d'un feu, c'est une leçon profonde sur le monde que nous habitons. Il nous enseigne que les traditions transmises par nos ancêtres ne sont pas de simples superstitions, nées de l'ignorance ou de la peur. Elles sont la sagesse distillée d'innombrables générations. Un bouclier protecteur forgé dans le creuset de l'expérience, conçu pour nous prémunir contre des dangers que nous ne voyons ou ne comprenons peut-être pas. La nuit est un royaume différent, un moment où le voile entre notre monde et le monde des esprits s'amincit. Nos vêtements, qui absorbent notre force vitale même, notre odeur, notre énergie, notre essence, peuvent devenir des phares dans cette obscurité. Ils peuvent devenir des invitations involontaires à des âmes errantes et agitées, cherchant un lien avec le monde des vivants. Le voyage d'Adana, d'un scepticisme orgueilleux à une croyance terrifiée, est un puissant rappel de cette vérité. Elle a dû traverser le feu de l'expérience pour finalement comprendre que certains avertissements ne sont pas destinés à nous enchaîner, mais à nous sauver de nous-mêmes et des forces qui se trouvent juste au-delà de notre compréhension. Alors je vous le demande, la prochaine fois que vous ramasserez votre linge à la fin de la journée, souvenez-vous d'Adana. Souvenez-vous de la danse des vêtements hantés et de l'horreur sans visage qui a franchi son seuil. Rentrez vos vêtements avant que le soleil ne se rende à la lune. Ne tentez pas les ombres. Ne testez pas les anciennes frontières. Les ancêtres veillent toujours sur nous, offrant leurs conseils et leur protection. Mais nous devons être prêts à écouter. Nous devons montrer du respect pour le savoir qu'ils nous ont donné.
car c'est un héritage de survie, une carte à travers les territoires invisibles de l'existence. Que cette histoire soit plus qu'un souvenir, que ce soit une pratique. Partagez le conte d'Adana avec vos enfants, et avec leurs enfants après eux. Enseignez-leur pourquoi, quand la nuit tombe, les vêtements doivent rentrer. Dans cet acte simple, vous n'êtes pas seulement en train d'accomplir une tâche, vous maintenez une confiance sacrée. Vous transmettez un morceau de sagesse ancestrale, assurant que le bouclier reste fort pour les générations à venir. Car un peuple qui oublie d'où il vient, qui oublie les leçons de son passé, ne saura jamais vraiment où il va. Allez en paix. Et souvenez-vous de la sagesse de la nuit.